Bonjour à tous et bienvenue à ma psychanalyse. Vous le savez peut-être, mais du coup, c'est vrai que je ne consomme quasi plus de jeux vidéo triple A, les jeux vidéo les plus connus, les plus grosses sorties, je ne m'y intéresse pas. Et c'est vrai que ça fait quelques années que je ne m'intéresse quasi plus que à des jeux indépendants. Alors évidemment, la situation actuelle ne vient pas de nulle part. Ça fait un petit moment que les nouvelles sorties ne m'intéressent plus vraiment, et j'ai même l'impression qu'elles ne sont plus dirigées vers moi. Peut-être aussi que j'ai un profil de joueur assez particulier, mais j'ai envie de remonter à bien plus loin, parce que ce rapport-là aux jeux actuels, il s'est pas construit en 2 jours. Les premiers symptômes de cette maladie sont apparus dès l'avènement des premiers jeux indépendants qui ont vraiment cartonné. Je pense notamment à l'époque du Xbox Live Arcade, cette époque un peu bénie où étaient sortis des jeux comme Super Meat Boy ou Bread, et typiquement c'est à ce moment-là que j'ai été totalement happé par le phénomène. Certains à cette époque regardaient ça de très loin. Je me rappelle mes potes qui me disaient tiens, c'est quoi ces petits jeux, c'est quoi ces petits machins. Ils voyaient ça comme des petits trucs secondaires, presque des curiosités, des mini-jeux entre deux grosses sorties, alors que pour moi c'était du pain béni. J'avais l'impression de dépenser moins et de m'amuser plus. J'avais l'impression que des développeurs un peu plus artisanaux, un peu plus de l'école du gameplay, comme on dit, s'était mis à faire du jeu vidéo avec des équipes ultra réduites et que ça marchait tout aussi bien et même parfois bien mieux. Vraiment, à l'époque, je préférais largement regarder toutes les sorties une à une du côté des jeux indépendants plutôt que de suivre les grosses sorties. Ça me le faisait déjà à ce moment-là. Et en parallèle de ça, j'avais l'impression que les grosses sorties devenaient de plus en plus génériques et ça me parlait de moins en moins. Moi, le truc que j'adorais, c'était les jeux de plateforme. Alors forcément, quand Nintendo se contentait de faire ce qu'il savait déjà faire sans améliorer la formule, ça finissait par me gonfler. Je me suis d'ailleurs détourné de leur console dès la Wii, qui m'avait vraiment fortement déplu. Je ne dis pas que c'était mauvais, mais j'avais cette impression de déjà-vu, de formule bien tenue, bien propre, mais trop installée. Donc de ce côté-là, je n'étais pas vraiment servi. J'aimais aussi beaucoup les RPG. Alors oui, il y avait quelques JRPG, quelques RPG occidentaux qui sortaient déjà à cette époque-là, d'ailleurs des classiques du genre. Mais je peux pas dire que ça m'ait happé ou envoûté comme ça aurait pu le faire quelques années auparavant. Et c'est en alignant ces deux aspects que le cocktail infernal a eu lieu. D'un côté, les jeux indépendants m'offraient de la surprise, des idées, une forme de fraîcheur. De l'autre, les grosses sorties me donnaient de plus en plus l'impression de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me détourner petit à petit de ma Xbox. Sur cette console, je passais de plus en plus de temps à rejouer à certains de mes jeux préférés plutôt qu'à découvrir de nouvelles sorties. Parce que j'avais déjà l'impression de savoir qu'elles seraient trop génériques, que c'était trop du déjà-vu. Exemple, j'ai toujours détesté la licence Assassin's Creed. Je n'ai jamais vraiment compris son intérêt et pour moi, c'est vrai que ces espèces de jeux d'infiltration en monde ouvert très vaste, souvent je les trouvais très vides dans la sensation. Ils semblaient se contenter de faire de la gestion de foule et de vendre une grande carte à explorer et c'était pas vraiment fait pour moi. Et à cette époque, les jeux d'action TPS génériques, autant le dire, il en pleuvait limite un par mois. Des jeux avec une caméra à l'épaule, des couvertures, des gunfights, des décors réalistes, un héros un peu interchangeable. Typiquement, ce n'était certainement pas moi qui allais aligner les euros pour m'en procurer un. Donc, à cette même période, je me suis de plus en plus intéressé à ce qu'il y avait sur PC. Voilà, petit à petit, je me suis intéressé à Steam et j'ai vu que le marché du jeu indépendant, en plein essor, avait encore de plus en plus la place de s'exprimer là-bas. Donc en plus, il y avait l'occasion potentiellement de les avoir moins chers. Et quand on analyse un petit peu mon profil, on peut directement se demander ce que j'attends d'un jeu. Je le sais depuis des années, les journalistes m'ont toujours énormément gonflé quand ils parlaient de jeux vidéo, parce que le premier truc qui leur venait en bouche, c'était de dire que le jeu, il était beau. Que les graphismes étaient beaux, que visuellement c'était impressionnant. Et moi, typiquement, les graphismes, j'ai toujours trouvé ça extrêmement secondaire. Oui,
Il faut pas que ce soit hideux, il faut pas que ça rende le truc injouable ou repoussant. Évidemment qu'une direction artistique peut avoir un impact. Évidemment qu'un jeu peut séduire par son image. Mais ce n'est pas ça que je cherche en premier. J'ai toujours eu besoin d'autre chose. Certains diront que ils attendent d'un jeu de retrouver des sensations d'enfance, de récupérer un gameplay connu, de revenir sur une formule qu'ils maîtrisent déjà. On peut penser aux gens qui se ruent sur les jeux de combat ou les jeux de sport, sur des licences qu'ils connaissent par cœur. Ils savent qu'ils vont retrouver une base connue et performer sur l'évolution d'un titre qu'ils connaissent déjà assez bien. A l'inverse, ce que j'ai toujours cherché de mon côté, c'est l'originalité de gameplay. Alors oui, comme j'appréciais beaucoup de jeux de plateforme, l'originalité de gameplay ne sautait pas forcément aux yeux tout de suite. Dans un jeu de plateforme, tu sais plus ou moins ce que tu dois éviter, de tomber dans des trous, éviter les ennemis, sauter au bon moment, survivre à atteindre la fin du niveau. Et la variation peut sembler parfois assez faible. Mais grâce aux jeux indépendants, j'ai pu en avoir pour mon argent. J'ai pu trouver beaucoup plus d'originalité dans des cadres pourtant simples, et vraiment ce que ça cherchait, c'était l'expérience vidéoludique, sentir qu'on me proposait une idée, une variation, un système, une manière différente de jouer ou de penser le jeu. Et à l'époque, comme aujourd'hui, il y a même des styles de jeu que je n'apprécie pas forcément et qui peuvent pourtant me séduire jusqu'à ce que j'y perçois une certaine originalité. Juste parce que j'y vois un effort de se distinguer, de proposer un nouveau type d'expérience. Rien ne m'énerve plus que le genre de jeu qui fait un peu comme les autres. C'est pour ça que je me détourne énormément des expériences du type du jeu d'action classique, les TPS et compagnie, parce que je sais que je risque de m'ennuyer terriblement. Et dans tout ça, il y avait quelque chose d'extrêmement séduisant. Du moins, dans les premiers jeux indépendants connus. Reprenons le cas Super Meat Boy. C'est un jeu que j'ai fini des dizaines de fois. Certes, il reprend des bases de plateforme assez classiques, mais il propose une formule de die and retry extrêmement frénétique et gratifiante. Quand on meurt, on réapparaît la seconde d'après et on peut immédiatement retenter notre chance. Il n'y a pas de friction inutile, il n'y a pas de temps mort. Le jeu te pousse à recommencer encore et encore sans jamais casser ton rythme. Et surtout, la physique du jeu était aux petits oignons. Ça se sentait qu'il y avait différents types de sauts, différentes manières de gérer l'inertie, de coller au mur, de se projeter. Tout était maîtrisable très vite, mais demandait énormément de précision pour être parfaitement exploité. Et il y avait ce côté facile à comprendre, difficile à maîtriser, qui était extrêmement engageant. Bread, de son côté, tenait peut-être davantage du puzzle game. Il proposait une expérience assez éloignée de Super Meat Boy en liant la plateforme à de la gestion temporelle pour compléter des tableaux. Là aussi, il y avait une référence à Mario, comme dans Super Meat Boy, mais de manière peut-être bien moins parodique que le faisait Super Meat Boy, bien plus frontale. Bread, il essayait de prendre un contre-pied plus intelligent et plus étrange, plus mélancolique même, et ça m'avait pas mal retourné à l'époque. Et là, je cite que 2 jeux, mais je pourrais en citer des dizaines. Déjà à cette époque, il y avait beaucoup de titres qui sortaient du lot. Super Meat Boy, Bread sont devenus légendaires et ils sont des tampons, des marqueurs de cette période-là. Mais même parmi certains indépendants oubliables, il y avait quand même de très beaux efforts fournis. C'est d'ailleurs pour ça que je passais le plus clair de mon temps déjà à cette époque sur ce genre de titres. J'avais même l'impression que lorsque je passais trop de temps sur des jeux type AAA, sur des jeux qui coûtaient plus cher, je les finissais pour les finir. Je voulais voir ce qu'il y avait au bout, je voulais voir ce qu'ils avaient dans le ventre, mais je n'avais pas forcément cette excitation de la découverte. À l'inverse des jeux indépendants, je les ouvrais comme un cadeau de Noël sous le sapin, je voulais voir ce que ces petits développeurs avaient à nous servir. Je voulais découvrir leurs idées, leurs angles, leurs propositions. Ça m'intéressait davantage que les grandes équipes avec très peu de décisionnaires et beaucoup de production, beaucoup de personnes qui se contentaient de créer des centaines et des centaines d'assets pour décorer tout ça, rendant parfois ces projets assez impersonnels. Alors attention, je ne suis pas dupe. Je suis même très conscient que ce genre de jeu était aussi un coup de fusil marketing assez terrible pour les gens de mon style.
Aujourd'hui, les trentenaires, les quarantenaires, on a connu cette période Super Nintendo, Mega Drive avec du très bon pixel art, des mascottes, des jeux de plateforme, des musiques chiptunes, des expériences qui nous ont construits et les indépendants l'ont bien compris. Ils ont proposé des tonnes de jeux avec du pixel art extrêmement soigné, de la chiptune et beaucoup d'éléments qui donnaient l'impression de réinventer le passé, de redonner ses lettres de noblesse à une époque qui nous avait bercés. Et à l'époque de la Super Nintendo et de la Mega Drive, il y avait énormément de jeux de plateforme avec des mascottes. De la même manière, dans les années 2000, pendant l'ère Xbox 360, il y avait une profusion de FPS et de jeux d'action. Les enfants de cette période-là, s'ils n'arrivent pas aujourd'hui à décrocher des FPS ou de certaines formules d'action, c'est peut-être parce qu'ils ont été biberonnés à ça. Comme moi, j'ai été biberonné aux jeux de plateforme. Alors oui, j'ai conscience que mes goûts ont été construits par ce qu'on m'a donné à manger à mon époque, mais je crois aussi qu'au fond, contrairement à pas mal d'amis qui ont pris le train en marche avec des nouveautés, je ne voulais pas seulement revivre une certaine époque, j'avais envie de plus. Pour moi, le jeu vidéo, le cinéma, la littérature, la bande dessinée, tous ces arts-là ne sont pas seulement des passe-temps, et c'est peut-être aussi ça qui fait la différence. Il y a des gens pour qui ce sont uniquement des passe-temps. Il y a des gens qui sont un peu plus passionnés. On pourrait imaginer une jauge, ok, avec à un extrême, les gens qui sont totalement désintéressés, à l'autre extrême, des gens ultra passionnés, ceux qui y pensent jour et nuit. Moi, j'étais certainement au-dessus de la moyenne. Je ne prenez pas ça uniquement comme des passe-temps, comme des œuvres d'art, comme des choses à étudier, pas forcément en me creusant l'esprit de manière trop complexe à chaque fois, mais j'avais besoin de savoir comment c'était fabriqué, comment les développeurs avaient pensé telle ou telle mécanique, comment ils avaient eu l'idée de telles ou telles options de gameplay. Et c'est exactement la même chose avec le cinéma. J'étais ravi de me rendre compte qu'un réalisateur avait pensé à telle ou telle idée de mise en scène pour provoquer telle ou telle émotion. Et ça m'intéressait de voir la fabrication derrière l'expérience. C'est forcément dans ce contexte-là que j'en suis venu et arrivé aujourd'hui à cet extrême, ne presque plus m'intéresser aux grosses sorties. J'en viens même parfois à me rendre compte qu'une grosse licence a déjà 2 ou 3 nouveaux opus sans que je sois au courant. Et à l'inverse, je peux passer énormément de temps à diguer un maximum de créations originales. Et il y a vraiment cet aspect de digger qui rend ça assez engageant. Dans les jeux indépendants, il y a plusieurs paliers d'ailleurs, pour revenir là-dessus. Aujourd'hui, il y a de très gros jeux indépendants, ils ont une couverture médiatique importante, il y a même des éditeurs de jeux indépendants, chose qui à l'époque paraissait impensable, des éditeurs qui se sont spécialisés là-dedans. Ils arrivent à faire la promotion de tel ou tel jeu, à faire jouer les algorithmes, à rendre certains titres visibles pour que les gens s'y intéressent. Et dans cette jungle, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler injustement les vrais jeux indépendants. Des jeux qui n'ont pas forcément de couverture médiatique et qui ne sont pas poussés par les gros comptes, qui ne sont pas sur toutes les chaînes YouTube, mais qui, on peut le découvrir au moins si on en a un minimum, la curiosité assez aiguisée. Il suffit parfois de contempler les dizaines de sorties de jeux qu'il y a par jour, de suivre quelques chaînes qui partagent des tonnes de trailers de jeux indépendants, de regarder ce qui sort, de fouiller. Et là, il y a quelque chose d'amusant, avant même de découvrir le jeu. Les grosses sorties, c'est très facile, elles sont en magasin, elles sont partout, elles sont en tête d'affiche. Les grosses sorties de niche, comme les JRPG, que j'adorais récupérer même à une époque, pareil, on peut les précommander, en entendre parler sur des sites de fans, suivre leur sortie longtemps à l'avance. Mais les jeux indépendants, il y a quelque chose de gratifiant dans le fait de les avoir trouvés soi-même, de les avoir découverts, de s'être laissé surprendre. Il m'est arrivé d'être séduit par une proposition de jeu indépendant juste parce que j'imaginais du gameplay à partir d'une vidéo de 20 secondes. Et parfois, ça suffisait à me faire passer à la caisse, à me faire lâcher 7 €, 15 €, parfois pour être totalement déçu et parfois pour être extrêmement ravi. Ces sensations-là sont vite décuplées quand on fait ce travail de recherche par soi-même. Et aujourd'hui, ce travail de recherche nous est pas mal mâché.
Et c'est normal, les journalistes travaillent, les créateurs de contenu travaillent, la publicité travaille. Mais j'en veux pour preuve que ce qui se passe quand on parle de politique avec les gens, ça fonctionne plus ou moins de la même manière. Alors oui, on est en train de dériver vers la politique, mais restez là, vous allez voir, c'est tout à fait lié. Les gens ont tous un avis politique. Mais je me rends très vite compte qu'en fait, c'est pas du tout leur avis. J'ose même le dire, 99% de la population n'a pas d'avis politique. Ce sont des avis recrachés d'un géopolitologue ou d'un influenceur politique, de quelqu'un qui s'est senti plus légitime que la masse pour expliquer comment il fallait penser. Et derrière, il y a des centaines de milliers de personnes qui recrachent des formules toutes faites, des pensées déjà prémâchées, des news qui leur ont été apportées par leur influenceur préféré, alors qu'au fond, c'est tellement plus gratifiant d'avoir cherché par soi-même. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font cet amalgame. Ils ont l'impression de s'informer, mais ils reçoivent déjà une information digérée par quelqu'un d'autre. Avant même de prendre la news avec leur propre filtre critique, ils la découvrent à travers quelqu'un qui l'a déjà prémâché, déjà digéré et déjà orienté avec son propre avis. Et ça, pour moi, c'est extrêmement néfaste. Je crois que c'est pareil pour tout produit culturel que l'on consomme. Quelque part, c'est normal. C'est le travail de la pub, c'est le travail des journalistes, c'est le travail des créateurs de contenu de nous intéresser à telle ou telle chose, mais forcément, pas mal de personnes ne cherchent plus vraiment par elles-mêmes. Elles savent qu'il y a le 4e opus d'une série ultra réputée, il y a un battage médiatique autour, tout le monde en parle, des tonnes d'influenceurs en font des caisses et donc elles se ruent dessus. Et pendant ce temps-là, on va avoir encore certainement affaire à un jeu d'action ultra générique en TPS qui n'apporte rien de nouveau à la formule si ce n'est des beaux graphismes. Forcément, moi dans ce genre de contexte-là, c'est comme quand voilà, je consomme mes produits culturels et quand j'évolue dans ce milieu-là, je continue à avoir une niche qui va me séduire plus qu'une autre, mais depuis plusieurs années, quasi aucune nouvelle grosse sortie ne me fait de l'œil. Je me contente surtout de découvrir des jeux indépendants. Sur ces 3 dernières années, à l'heure où j'écris ce texte, mis à part Street Fighter 6 et Expedition 33, je crois qu'il y a très peu de jeux hors indépendants qui ont su capter mon attention. Il y en a un minimum évidemment, mais la plupart restent quand même indépendants. Et j'ai toujours plus de joie, plus de facilité à me laisser découvrir ce genre d'œuvre, alors que je laisse les AAA baisser à moins 50%, voire 75% de leur prix avant de me les procurer. Il y a des tonnes de jeux AAA comme Cyberpunk 2077 qui pourraient éventuellement m'intéresser, mais pour lesquels j'attends une promo ultime. C'est ce que j'avais fait notamment pour The Witcher 3, que j'avais attendu de voir tomber à 5€ avant de l'essayer. Au vu du nombre de personnes qui ont travaillé sur ces titres, c'est injuste au fond. J'en ai conscience. Avec le nombre de gens mobilisés, les années de travail avec les masses d'assets, de systèmes, de décors, d'animation, c'est physiquement intenable de payer ces jeux aussi peu cher. Mais je ne me vois pas investir autant d'argent dans des titres dans lesquels je ne suis pas sûr de rester ni d'être suffisamment happé. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas juste pour m'exorciser, c'est pas juste pour me psychanalyser, Ce n'est pas juste pour vous faire prendre conscience qu'il existe des tonnes de types de joueurs dont je fais partie. Je le fais aussi pour vous donner envie, peut-être, de vous intéresser un peu plus à la scène indépendante et surtout de chercher par vous-même. De ne pas attendre qu'un youtubeur ou qu'un journaliste vienne vous raconter sa dernière petite trouvaille. Trouvez par vous-même. Croyez-moi, ça aura 1000 fois plus de saveur. En posant ces mots-là devant vous, je me rends compte aussi de ma manière de faire. Et c'est peut-être pas la plus optimale non plus. Parce que quand on s'enferme dans quelque chose, quand on s'enferme dans un certain mode de consommation, ce n'est jamais vraiment très bon. Il faut toujours varier un minimum. On te demande de manger des légumes, tu essayes de varier tes légumes. Et là, c'est pareil. Ces derniers temps, par exemple, j'ai eu l'occasion de redécouvrir la dernière trilogie Tomb Raider. Une trilogie que j'avais boudée parce que typiquement, encore une fois, je voyais ça comme ce genre de TPS qui n'apporte rien de spécial au genre. De l'action, des temples, des environnements à visiter, Tomb Raider, tout ça m'intéresse absolument pas. Mais je me suis mis en condition pour apprécier un minimum cette aventure. Et à l'époque de la sortie du premier,
je ne m'étais pas laissé surprendre, j'avais arrêté à la moitié de l'aventure en lui reprochant de ne pas être original. Et avec du recul, c'était totalement injuste. Ma manière de consommer le jeu était injuste. Oui, ce que je préfère, c'est l'originalité dans les jeux vidéo. Mais dans ce cas-là, je dois naturellement me tourner vers des titres les plus à même de me le proposer. Par contre, les titres un peu plus génériques, on ne peut pas toujours leur reprocher de l'être. Ils répondent à une demande, à un cahier des charges, à un certain type de plaisir. Et c'est tout à fait normal. Et du coup, en relançant ces Tomb Raider, je me suis laissé surprendre. J'ai voulu en découvrir un peu plus. Et il y avait cette manière de fonctionner un peu plus à la Metroidvania, où l'on découvre petit à petit des nouveaux outils qui nous donnent accès à différentes parties de la map. Le jeu nous invite à un peu plus de backtracking, à explorer, à nous détourner du chemin principal. Et c'est vrai que ces ambiances très Indiana Jones ont pu me séduire. Alors, ce sont typiquement pas des jeux que je referai un jour, ce sont pas non plus des expériences qui m'ont particulièrement marqué, mais ça a été des passe-temps qualitatifs. Et si je vous dis tout ça, c'est aujourd'hui pour reboucler sur tout ce que je disais un peu plus tôt, quand je parlais de passe-temps et de passion. Je crois que pour consommer un produit culturel sainement, c'est très bien d'être passionné, c'est très bien de le vivre intensément, mais ça peut même rendre l'expérience beaucoup plus forte. Aujourd'hui, il faut aussi savoir un petit peu modifier cette jauge. Non seulement pour avoir des attentes un peu plus réalistes, mais aussi pour se laisser découvrir d'autres choses. Moi, si je me permets de faire du contenu comme ça sur Internet, c'est avant tout pour vous partager ma manière de consommer du produit culturel. Oui, les jeux vidéo c'est super, mais il faut aussi savoir que pendant une année ou deux, je me suis complètement coupé de ça. Je n'avais plus de console, je n'y jouais plus, je lançais de temps en temps un petit truc sur mon PC, et encore à cette période-là, je préférais mon travail dans lequel je me passionnais totalement. Je préférais me développer sur d'autres choses dans ma vie, et je crois que c'est dommage dans ce genre de cas de se détourner des autres formules et des autres formes de produits culturels même. Si vous n'êtes pas intéressé par la lecture, il n'y a aucun problème. Mais moi, personnellement, je ne peux pas m'imaginer sans avoir 2 ou 3 bouquins dans ma pile de livres à lire. Fréquemment, j'essaie de découvrir de nouvelles choses, notamment via l'offre qu'on peut voir dans les médiathèques de certaines grandes villes, où on peut se laisser découvrir des tonnes de BD pour varier un petit peu. Je crois qu'en faisant un minimum d'efforts, en se forçant un minimum à découvrir des choses, on développe davantage nos goûts. Mais on peut aussi être agréablement surpris. Et je crois que le sentiment que je cherche le plus dans toute cette histoire, c'est justement ça. C'est être agréablement surpris. Alors oui, l'originalité de gameplay me plaît et me plaira toujours. Mais ce qui me plaît avant tout et au-dessus de tout, c'est d'être agréablement surpris. C'est de lancer un Tomb Raider en me disant que je vais potentiellement détester parce que c'est pas mon truc, mais en me mettant un minimum en condition pour apprécier les points forts de l'expérience qu'on me propose. Essayez d'en garder du positif, d'étudier un petit peu tout ça, d'être un peu plus analytique et moins uniquement dans l'émotionnel, mais aussi déguiser davantage mes goûts. Et je crois qu'en France, notamment, on a beaucoup été marqué par ce que j'appelle la culture joueur du grenier. Alors aucun problème avec ce youtubeur, au contraire, ça restera une légende pour bon nombre d'entre nous, et c'est rare de durer aussi longtemps tout en continuant à proposer des contenus toujours aussi intéressants et qualitatifs avec les années. Mais au début, ce qui faisait rire et amuser les gens, c'était cette manière de dire « Oh là là, c'est un jeu de merde, c'est de la merde, et ça c'est de la merde, et ça aussi, là, il y a de la merde. » J'ai moi-même été comme ça. Je me suis moi aussi pollué le cerveau comme ça en me disant tel ou tel truc c'est de la merde, mais alors que c'était parfois simplement pas fait pour moi, ou pas découvert à la bonne époque, ou pas abordé de la bonne condition, ou lié à tout un tas de variantes que je n'avais pas encore imaginées. Aujourd'hui, il m'arrive de pester contre les gens qui vont trouver certains jeux indépendants mauvais simplement parce qu'ils sont en pixel art 16 ou 8 bits, parce qu'ils voient ces trucs comme des petits jeux, comme des trucs fauchés, comme des objets mineurs. Et à l'inverse, je dois reconnaître que je suis moi aussi parfois trop critique vis-à-vis des AAA. Alors que des tonnes de personnes ont mis des heures, des années de travail à créer des assets, à rendre des environnements les plus réalistes possibles, à produire des mondes immenses, propre, détaillé. Je pense que toutes ces visions du jeu vidéo sont efficaces et entendables. Le jeu indépendant peut être passionnant parce qu'il ose davantage, parce qu'il concentre souvent ses idées, parce qu'il donne parfois
l'impression d'être plus direct, plus artisanal et plus personnel. Les jeux AAA, ça peut aussi avoir une valeur parce qu'ils proposent un confort, une ampleur et une qualité de production, une forme de spectacle ou d'immersion que d'autres formats ne peuvent pas toujours offrir. Et je crois que comme le cinéma, comme la littérature, comme la BD, il faut savoir se laisser surprendre. Et au fond, c'est peut-être ça le cœur de mon rapport aux jeux vidéo aujourd'hui. Je préfère largement m'intéresser aux jeux indépendants qu'aux jeux actuels, les plus médiatisés, parce que j'y trouve toujours souvent ce que je cherche. De l'originalité, de la surprise, des propositions plus resserrées, plus personnelles, parfois bancales, parfois ratées, mais souvent plus excitantes à découvrir. Mais je ne veux pas non plus transformer cette préférence en prison. Je veux continuer à fouiller, à chercher, à diguer, à me laisser happer par une vidéo de 20 secondes sur des mécaniques étranges, un petit jeu dont personne ne parle, mais je veux aussi garder de l'ouverture pour reconnaître qu'un jeu, plus générique, plus calibré, peut quand même avoir quelque chose à m'apporter, à condition que je le prenne pour ce qu'il est. Ce que je cherche au fond, c'est pas seulement l'indépendance, c'est pas seulement le pixel art, c'est pas seulement le gameplay original. Ce que je cherche, c'est cette sensation de cadeau de Noël sous le sapin, cette impression de lancer un jeu en me demandant qu'est-ce qu'ils ont bien pu inventer, qu'est-ce qu'ils ont bien pu essayer, qu'est-ce que je vais découvrir que je n'avais pas vu venir. Et aujourd'hui, cette sensation, je la découvre beaucoup plus souvent du côté des jeux indépendants. Et c'est pour ça que j'y reviens toujours et un peu plus que la moyenne. C'est pour ça que je continue à regarder ces petites sorties, ces trailers inconnus, ces jeux dont personne ne parle, ces propositions qui peuvent me décevoir autant qu'elles peuvent me retourner, parce que même quand c'est imparfait, même quand c'est maladroit et même quand ça marche pas complètement, j'ai souvent le sentiment qu'il y avait là une tentative, une envie, une idée et un effort. Et dans un paysage où beaucoup de grosses productions me donnent l'impression de répéter des formules, c'est peut-être cette tentative-là que je continue à chercher avant tout. Alors, pour terminer cette grosse vidéo, j'ai envie de vous faire un exemple tout simple. J'étais moi-même un grand timide maladif à l'époque de mon adolescence, mais petit à petit, j'ai pu prendre le taureau par les cornes et tenter des expériences assez folles, au point de partir en boîte. Toujours continuer à détester ça, je déteste aller en boîte, mais je peux y être et y être très à l'aise. Parce que à partir du moment où on bouge un petit peu en rythme, on se met à essayer de se mettre dans une ambiance, de se mettre à vouloir accepter la proposition. Et c'est peut-être dans cet état d'esprit-là que j'ai pu consommer la dernière trilogie des Tomb Raider. Voilà, je me suis dit bien sûr que c'est pas le genre de truc que j'aime d'habitude, mais j'étais prêt à l'accepter, j'étais prêt à aller dedans et à voir si, en me mettant moi-même en condition, ça pouvait me plaire ou non. J'ose même dire qu'il y a quelques temps de ça, le Xbox Game Pass avait proposé les jeux A Plague Tale. Et moi, les jeux d'infiltration, c'est typiquement le genre de truc que je déteste. Et donc, c'est sûr que j'allais passer à côté. S'ils n'avaient pas été proposés dans cette offre-là, je les aurais boudés tout au long de ma vie et j'aurais raté quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est un petit peu dommage. Je pense que cette leçon que je me suis fait à moi-même, cette réalisation que j'ai pu me faire à moi-même ces derniers temps, je vous la propose aussi. S'ouvrir un petit peu et se laisser surprendre. Je crois qu'il n'y a rien de plus positif pour consommer n'importe quelle œuvre culturelle, n'importe quel projet. Alors je vais vous quitter sur ces mots. N'hésitez pas à me partager vous aussi votre meilleure découverte, le truc que vous attendiez pas. Vous savez, ce jeu que vous avez lancé un petit peu comme ça par hasard et qui finalement a fini par vous passionner. Voilà, je serais très curieux de voir quels ont été les titres qui ont pu avoir ce potentiel-là.